Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. C'est un nouveau numéro des Afters de la Transformation qui démarre avec une personne que nous sommes ravis d'avoir sur le plateau. Irène Grenet, bonjour. Bonjour Fanny. Vous êtes l'ancienne directrice générale adjointe de la régie publicitaire de France Télévisions. Vous êtes également l'auteur d'un essai assez positif. Son nom, La publicité peut jouer un rôle dans la transformation sociale actuelle, aux éditions Odile Jacob. Comme je le dis en préambule, nous sommes heureux d'échanger avec vous sur toutes les formes de transformation. Et afin de bien commencer cet entretien, Irène, pouvez-vous nous expliquer plus en détail votre parcours ? Et alors mon parcours, c'est un parcours de transformation, je crois qu'on peut le dire. Moi je suis... c'est une bonne nouvelle. Voilà, absolument, c'est un bon signe, disons. Je suis d'abord issue d'abord d'une famille d'enseignants. C'est important pour moi de le dire parce que je me rends compte combien c'est structurant ensuite pour des tas de choses, notamment cette façon qu'on a toujours d'apprendre en permanence. Donc j'ai passé l'école normale supérieure et à la suite de ça, je suis devenue haut fonctionnaire pendant plusieurs années. J'ai passé l'ENA et j'ai commencé ma vie professionnelle au ministère des Finances où je suis revenue actuellement. Donc une administration de la haute fonction publique d'État. Et entre-temps, et d'où cet ouvrage, j'ai passé 8 ans dans le groupe France Télévisions, qui est un groupe magnifique, notre télévision publique. Et à l'intérieur de ces 8 ans, pas mal d'années, en l'occurrence, je crois 6 au sein de la publicité. Voilà, et cet ouvrage, effectivement, que vous mentionnez, est paru en mai dernier. Vous avez fait donc plusieurs missions de transition au sein de plusieurs institutions. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce besoin constant de changement, une envie de se réinventer en permanence ? Oui, alors c'est quelque chose de très profond chez moi. Je lis ça, je vous ai dit, peut-être à quelque chose qui vient d'une formation dans une famille d'enseignants où on apprend toujours. Je pense qu'il y a une règle de vie, alors que je me suis imposée, entre guillemets, parce que dans la vie, c'est pas si simple que ça en pratique. Il y a aussi les opportunités qui viennent. Mais la règle, c'est d'essayer de partir quand ça va bien. Je pense que c'est quelque chose qui est important parce qu'après, je veux pas connaître la période du déclin. C'est pas un peu frustrant justement de partir quand tout va bien ? En fait, j'ai peur que la frustration soit encore plus grande quand on commence à s'endormir un petit peu et quand on commence à être dans la routine, parce qu'on l'est tous, on est tous profondément, l'être humain est un être paresseux aussi, et quand on commence un peu à maîtriser, entre guillemets, ce qu'on croit maîtriser, on change plus justement, on fait plus changer, on a moins de désir, voilà. Donc c'est une règle, et je l'ai appliquée vraiment très, très fortement, c'est un désir que j'ai eu de partir alors que j'adore France Télévisions, j'adorais la régie, j'adorais les équipes. Ça a été un choix que je ne regrette pas du tout, mais qui n'est pas dénué d'une certaine violence. Peut-être aussi un peu à cause de votre livre ? Très clairement, il y avait ce projet qui était évidemment à finaliser et il y a une question de temps, tout simplement, parce qu'on ne peut pas tout faire quand on a des fonctions dirigeantes, opérationnelles extrêmement prenantes et c'était quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais commencé ça vaguement pendant le confinement, pendant cette période où on a tous été les premiers confinements, où on était vraiment, vraiment très confinés. C'était une forme de prise de distance dont je me suis rendu compte qu'elle m'avait beaucoup apporté et je me suis dit allons jusqu'au bout de la logique. D'ailleurs, c'est quelque chose dont j'ai absolument pas vocation à écrire régulièrement ou en tout cas à en faire mon métier. Moi, je suis quelqu'un je suis dans l'opérationnel, j'ai envie d'être dans l'action. Là, je le suis à nouveau. Le sujet, c'est plus que je pense qu'il y a cette porte de sortie que j'ai découverte et que j'essaierai peut-être d'ouvrir à nouveau à un autre moment de ma vie. Et c'est quelque chose que je dis d'ailleurs aussi à des collaborateurs, c'est-à-dire que pas forcément jusqu'à aller à écrire un livre, mais c'est très très libérateur de réfléchir 2 minutes, de se poser 2 minutes et de réfléchir à l'industrie dans laquelle dans laquelle on évolue. C'est quelque chose, c'est pas la boîte, on parle pas de la boîte avec ses tensions, etc. Mais ça donne une vraie liberté, en fait, de réfléchir aux avantages, aux inconvénients. Je pense que c'est une bonne prise de distance et dans un univers où on parle beaucoup de burn-out, de tension au travail, de bonheur ou de malheur au travail. Je pense que c'est vraiment une clé qui va, à mon avis, être de plus en plus importante. Nous allons un peu évoquer justement France Télévisions, où vous avez été donc directrice générale adjointe au service publicité. En 2020, la régie publicitaire de France Télévisions
Télévisions a vu ses recettes chuter de 5%, car lourdement impactées par la crise sanitaire qui secouait le monde entier à l'époque, encore maintenant. Comment le service publicité de France Télévisions a fait pour gérer cette crise ? C'était une période qui a été très intéressante. Déjà, d'un point de vue de management, de vie des équipes, ça nous a énormément soudés. Comme tout le secteur, et comme certainement beaucoup de secteurs, vous avez évoqué moins 5%, ce qui d'ailleurs était une excellente performance à l'époque par rapport au marché. Mais comme tous les secteurs, c'est arrivé comme un coup près, comme un coup de tonnerre. Et il a fallu faire face. Et en fait, c'est comme souvent, c'est des révélateurs de situation. Et ça a révélé des équipes extraordinairement fortes, résilientes, créatives. Et ça a donné finalement une certaine énergie qui était un peu, pas endormie du tout, évidemment que non. Mais en tout cas, ça l'a révélé. Et on en a tiré les conséquences après. Et paradoxalement, et je pense que ça vaut pour beaucoup d'entreprises, c'est le retour à la vie normale qu'il a fallu réinventer en fait. Et qui a été assez dur finalement. Exactement. Et je pense qu'on en est tous là, quel que soit moi qui suis revenue maintenant dans la fonction publique, je vois que ces problématiques sont exactement les mêmes. Quel est le bon équilibre entre le télétravail, le retour sur site, qu'est-ce qui a changé ? Parce que les choses ont profondément changé. Il y a une vraie mutation dans le... Il y a une mutation extrêmement profonde. Et paradoxalement, je dirais que c'est presque plus difficile dans un retour à la normale, qui est en fait un nouveau normal, tout le monde le dit, que pendant la crise elle-même, où vraiment là, on ne réfléchit pas et on déploie tout. Je pense que j'ai entendu des choses sur l'hôpital, sur d'autres services publics, et évidemment dans d'autres entreprises, dans d'autres industries. Je pense que c'est quelque chose d'assez général. Une dernière question sur ce sujet, après je vous laisse tranquille avec France Télévisions. Comment France Télévisions arrive à se financer avec la disparition de la taxe audiovisuelle, la redevance télé qu'on connaît tous ? Alors ça, c'est un sujet d'actualité, comme je vous ai dit. Donc moi, je n'y suis plus. Ce que je peux vous décrire, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que là, les parlementaires cet été ont voté un nouveau mode de financement qui est une fraction de la TVA. Donc la pérennité de l'audiovisuel public n'est absolument pas mise en cause et surtout la dynamique de ses ressources. Voilà, c'est des sujets qui sont évidemment toujours en discussion, mais depuis que France Télévisions existe, depuis que l'ORTF existe, si je puis dire, et qui le continueront. Voilà, mais il n'y a pas de risque, en tout cas, sur son financement. Nous allons revenir au thème de votre livre. La publicité peut jouer un rôle dans la transformation sociale actuelle. Pouvez-vous expliquer aux auditeurs des Afters de la transformation les profondes mutations qu'a subi le marché de la publicité ces 10 dernières années ? Alors, la publicité, donc déjà, c'est une parenthèse que moi j'ai découverte. Je ne connaissais pas du tout. Quand je suis rentrée à France Télévisions, je ne connaissais rien de la pub et je n'avais pas, disons, d'intérêt particulier. Et ça a été une rencontre d'un univers qui est complètement passionnant. Alors, les mutations, moi je dirais qu'il y en a 2 qui sont fondamentales. C'est vrai depuis 10 ans, mais on pourrait dire que depuis 2-3 ans, ça devient presque... pas angoissant, mais en tout cas, ça va très, 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 très vite. Alors, la première mutation, c'est la mutation évidemment digitale, c'est la révolution numérique. C'est connu, mais depuis, en gros, ce qu'on appelle les GAFA, alors c'est un terme qui veut dire déjà que les acronymes sont plus les bons, et puis il faudrait rajouter certainement Microsoft, bref. Mais en gros, les GAFA aujourd'hui captent la totalité de la croissance des investissements publicitaires. Et vous savez, les investissements publicitaires des annonceurs, c'est un gâteau, donc on peut pas, ça croît pas. Ce qui est pris par les GAFA, ça enlève la part des éditeurs historiques, dont la presse, la télévision, la radio, etc., l'affichage. Et donc ça c'est une première révolution extrêmement lourde, à la fois dans les modèles économiques, puisque ça pose des questions très lourdes de financement des médias, la question que vous posiez, et puis aussi des questions de transformation des métiers. Donc ça, c'est la première révolution. Et la deuxième révolution, c'est la révolution sociétale, la révolution RSE, où aujourd'hui, là aussi, j'en parle énormément dans mon livre parce que c'est un sujet qui me passionne. Aujourd'hui, il y a une interrogation forte sur nos systèmes productifs et sur notre façon de consommer. Système de valeur, quelque part. Système de valeur et surtout sur la consommation et la publicité. Sa raison d'être, il ne faut pas oublier, c'est de faire vendre, donc de faire consommer. Donc il y a quand même un sacré défi, on va dire, pour le dire positivement,
pour la publicité. Donc ces deux défis, ils sont totalement majeurs et donc la pub change. Quelles sont les conséquences de cette révolution digitale qui a révolutionné la publicité ? Les conséquences, elles sont... donc j'enlève le point de vue économique où il y a moins de financement pour les médias traditionnels, qui est quand même un lourd sujet. Hein. Oui, enfin, bien sûr. c'est un très lourd sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information, etc., il faut que ça continue. Il y a certes l'abonnement, mais il faut que ça continue à pouvoir être financé. Le lourd sujet, c'est qu'il y a du bon, il y a du bon, il ne faut absolument pas dénigrer. Juste très rapidement, il y a eu 3 périodes. La première période, c'est l'irruption de Google avec le search, ce qu'on appelle le search, qui a réduit la publicité à son minimum, c'est-à-dire c'est les annonces, c'est l'achat de mots-clés. Et aujourd'hui, c'est la part la plus importante des investissements des annonceurs. La deuxième période, ça, c'était au début des années 2000, ça continue. 2010 sont arrivés les réseaux sociaux, Facebook, etc. Aujourd'hui, il y a TikTok. Et troisième période, on peut dire, depuis les années 2020, si on doit caricaturer, c'est le retail média, avec derrière Amazon, aujourd'hui, toutes les enseignes s'y mettent, Intermarché, Carrefour, etc., qui ont des données clients évidemment extrêmement riches et puis qui sortent sur le e-commerce qui est en plein boom. Donc ça, c'est un peu le détail. Donc qu'est-ce que ça représente, si vous voulez, pour les médias ? Ça veut dire qu'on change de modèle, en fait, tout simplement. Au lieu d'acheter du média, comme c'était le cas dans le modèle publicitaire traditionnel, on achète de la data. Et il y a plein de choses positives dedans, puisque c'est des nouvelles, on est très orienté client, on travaille sur des technologies qui sont absolument formidables et qui viennent souvent des GAFA, il ne faut pas l'oublier, mais simplement, on change de métier. Avec les différentes plateformes de diffusion et l'émergence de certains réseaux sociaux, type Snapchat ou TikTok, vous m'en avez parlé, nous assistons à une transformation de la publicité plus agressive, omniprésente. Y a-t-il des mesures à prendre pour plus d'éthique, plus de transparence, moins intrusive dans la vie privée des gens ? Alors, la publicité, elle sera toujours... Alors, c'est ça qui fait à la fois son intérêt et son caractère agaçant, c'est qu'elle sera toujours intrusive. La publicité, elle n'est pas choisie par celui qui l'écoute. Il faut vraiment... Moi, j'aime beaucoup reprendre le basique, qui est... La publicité, c'est une transaction en B2B. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme qu'on achète son pain à la boulangerie. Le produit, c'est le pain qu'on achète. Là, dans la publicité, le produit, c'est l'homme. C'est le temps de cerveau disponible. Et en plus, l'homme n'est pas à la base du choix de sa publicité. Il l'a subi. Et en plus, elle interrompt son programme ou en tout cas son paysage si c'est sur les murs, etc. Donc, elle est forcément, entre guillemets, presque intrinsèquement intrusive. Donc ça, c'est un sujet. Aujourd'hui, c'est très connu. Avec le digital, il y a le phénomène des adblocks qui reste important. C'est des espèces de mouchards que vous mettez sur vos écrans et qui permettent, avec plus ou moins d'efficacité, bien sûr, de bloquer un certain nombre de publicités. Ça, c'est la réponse plutôt des utilisateurs. Du point de vue des publicitaires, il y a plusieurs réponses. Il y a une première réponse qui est celle de la data. La data, on le sait, il ne faut quand même pas l'oublier. Moi, je le rappelle toujours, la data, c'est ce qui structure la croissance de l'économie mondiale aujourd'hui. C'est tout simplement ça. On peut résumer aussi bêtement que ça. Donc, la data, ce serait la réponse, puisqu'on se dit la data, c'est on touche la bonne personne au bon moment. Donc, normalement, il y a moins d'intrusivité. L'usager, le téléspectateur, l'internaute, tout ça, est plus satisfait. Le seul petit problème, c'est qu'il y en a deux. Il y en a un, c'est que souvent, la data, elle peut être simpliste. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus dans mon ouvrage. C'est-à-dire que toutes les études qualitatives nous montrent que finalement, les consommateurs ne sont pas forcément si convaincus que c'est pertinent pour eux ce qu'on leur envoie. C'est des corrélations très simplistes. Vous naviguez sur Internet, ça veut dire que vous aimez ça. Donc souvent, c'est très simpliste. Donc ça, c'est la première limite. Et la deuxième limite, c'est évidemment celle que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle la privacy. Et c'est l'enjeu. Moi, je suis très confiante sur ces sujets de privacy. Je suis pas... évidemment, le droit doit évoluer. Il a déjà énormément évolué. Donc, le RGPD, demain, il y a e-privacy, tout le paquet là, qui a été récemment adopté sur le Digital DSA. Bon, tout ça, c'est un bon mouvement. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus fantasmer. Moi, dans mon livre, je parle beaucoup de ces sujets-là. Il ne faut pas fantasmer sur le risque d'intrusivité. La data, elle a une petite partie de notre vie, entre guillemets. Comme je dis, pour moi, le risque, c'est plus qu'elle soit un peu... que les algorithmes, la formule n'est pas de moi, elle est d'un sociologue qui s'appelle Dominique Carmot, que les algorithmes soient
idiot. C'est-à-dire que les algorithmes ne soient pas si intelligents que ça. Donc évidemment, il faut préserver la protection minimale, ça c'est une certitude, mais voilà, il faut aussi se poser la question, est-ce que c'est vraiment efficace ? Le titre de votre livre, La publicité peut jouer un rôle dans la transformation sociale actuelle. Pensez-vous vraiment que la publicité a un rôle démocratique, voire écologique, presque politique à jouer ? Alors, la publicité, elle a un rôle de toute façon démocratique parce qu'elle finance. Comme on se l'est dit, il y a évidemment, mis à part l'abonnement, la publicité, c'est historiquement et encore ce qui finance les médias traditionnels, les contenus d'information. Et voilà. Donc ça, c'est un rôle quand même politique et social qui est quand même extrêmement lourd. Et d'où la problématique des GAFA qui, eux, ne financent pas des contenus de médias et d'information. Après, le second élément que vous évoquez et que j'évoque effectivement dans mon livre, c'est que malgré elle, la publicité, elle crée un imaginaire. Et quand on crée un imaginaire, elle a joué à plein dans les années, ce qu'on a les 30 glorieuses, ou bien les années de la publicité triomphante, une espèce de rêve matérialisme qui a beaucoup structuré les mentalités, c'est une certitude. Et moi, ce à quoi j'appelle de manière pas angélique, c'est une profonde conviction, dans mon livre, c'est de dire que la publicité, si c'est bien fait et si elle réoriente l'objet un peu de son désir, c'est-à-dire pas vers une consommation effrénée, mais vers justement cette nouvelle consommation, cette nouvelle production, eh bien, elle peut avoir un rôle, je ne sais pas, mais en tout cas, elle peut aider dans la transition environnementale. Et ça, c'est une conviction forte, après plusieurs années passées dans ce secteur. Il faut qu'elle s'en donne les moyens, mais elle peut être une contribution très importante pour ne pas faire de ces sujets d'éco-anxiété une détresse trop forte pour nos sociétés. Le secteur de la publicité se doit d'être en constante évolution. Comment s'opèrent les changements au niveau des collaborateurs ? Il y a deux choses. Il y en a, d'une part, ils évoluent en termes de métier, très clairement. Une régie aujourd'hui publicitaire, et ça vaut évidemment dans toutes les agences, eh bien, elle a des collaborateurs, elle a des types de métiers qui n'existaient pas auparavant. Des spécialistes de l'intelligence artificielle, des data scientists, c'est une nécessité. Donc ça, c'est nouveau. Et puis, il y a une deuxième dimension, et ça, pour le coup, elle est vraiment intéressante. C'est qu'on a beaucoup de jeunes, et moi, j'en ai eu quand j'étais à la régie publicitaire de France Télévisions, qui nous disent écoutez, moi j'aime bien, j'ai fait des études de communication, mais j'ai quand même un problème avec la publicité. Et du coup, voilà. Et donc, c'est ce problème sociétal et aussi, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Leur dire ok, je comprends très bien la société de consommation, etc. Et vous avez raison, c'est fondamental. Il faut reposer les problèmes, mais voyez comment vous pouvez aider, justement. Ça ne marche pas à chaque fois. D'après vous, c'est quoi l'avenir de la publicité dans les 10 prochaines années maintenant ? Alors, les prochaines années, c'est très clair. Pour moi, c'est vraiment l'objet de ce livre. C'est-à-dire que si elle ne se réforme pas, elle est condamnée à être du côté du passé. Alors, condamnée à mourir, ça n'a aucun sens. La consommation est trop complexe pour ça. Les achats qui relèvent du plaisir et qui ne sont pas des achats responsables restent prédominants. Donc, elle aura toujours une place. Mais elle restera du côté de la consommation du passé. Si elle réoriente vraiment, c'est-à-dire si elle fait, on le voit avec le bio, il y a eu une communication qui a fait que c'est rentré dans les mœurs. Et si elle aide ces mouvements de profonde transformation de la consommation, elle aura un avenir, à mon avis, fondamental. Faire passer la publicité pour quelque chose de nécessaire et aujourd'hui, ça va être compliqué. Dans l'imaginaire collectif, elle a quand même une très mauvaise image. Oui, mais à la limite, ça, ce sera le résultat, on verra. Ce qui compte, c'est les marques. L'objectif, c'est que les marques qui, aujourd'hui, on le sait, l'essentiel de la transformation et de la transition environnementale repose sur la responsabilité des entreprises et derrière des marques. Si les marques réussissent à montrer le processus profond, alors là, je pourrais en parler des heures, c'est des sujets qui me passionnent, de modalités nouvelles. Les marques aujourd'hui font appel à des influenceurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, les influenceurs, ça, c'est un sujet absolument intéressant aussi. Alors, les influenceurs, moi, je le considère comme la forme plutôt... d'un mouvement qui est plutôt positif à la base, qui est celui de l'émancipation, ce que j'ai appelé l'émancipation du consommateur. Avant, la pub, pour faire simple, elle était toute seule à parler des marques. Aujourd'hui, elle partage ce discours avec, d'une part, les consommateurs dans les avis, etc., et les influenceurs qui sont des super consommateurs. Le petit problème, c'est qu'il y a un tout petit peu mal donne parce qu'on croit que c'est monsieur et madame tout le monde et on s'identifie à eux comme si c'était son voisin, alors qu'en fait,
fait, évidemment, ils contractent avec les marques. Donc, en fait, le caractère tiers de confiance est un peu sujet à caution. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter, mais en tout cas, ça montre bien cette prise de pouvoir du consommateur. Mais il faut réglementer quelque part. Absolument. Donc, pour le coup, il y a des contrats. Il faudrait au moins faire prendre conscience de la nature du lien qui est celui entre les marques et les consommateurs. Quelquefois, il n'existe pas. Il y a des influenceurs, ils ne sont pas rémunérés. Et ça, c'est un univers qui est en pleine évolution et c'est très intéressant à regarder. Pour la plupart, incontestablement, ils ont des contrats. Donc, c'est plus une question, je dirais presque d'éducation des internautes pour savoir à quoi s'en tenir. Est-ce que vous pensez justement qu'il devrait y avoir une éducation à la publicité dès le plus jeune âge ? Alors moi, je pense qu'il y a une éducation aux médias, d'information, ça j'y crois énormément. Écouter, s'informer et en tout cas s'ouvrir sur le monde via les plateformes, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est pas du tout la même chose que via les médias traditionnels. Donc il y a le meilleur et le pire, on va dire. Et je pense que le sujet, effectivement, vous avez tout à fait raison, de l'éducation plus généralement aux médias. Alors la publicité peut en faire partie, mais c'est quelque chose de très très important. L'esprit critique, et c'est certainement un des grands enjeux sociétaux aussi face effectivement à la part que les plateformes prennent dans notre vie. L'interview touche presque à sa fin malheureusement, mais j'ai une dernière question toute simple. Qu'est-ce que les acteurs de la transformation pourraient vous souhaiter dans l'avenir ? De continuer à me transformer. Irène Grenet, je rappelle que vous êtes l'auteur de La publicité peut jouer un rôle dans la transformation sociale actuelle aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci. À la semaine prochaine. Les Afters de la transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.